Donc, bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur comment réussir à l'ère post-cookie. Merci en particulier à Valentin, Ron et Octavio d'être ici avec nous ce matin. Ils vont nous parler pendant la prochaine heure de leur stratégie post-cookie, de là où on en est en termes de régulation, etc. Donc, je vais les laisser se présenter. N'hésitez pas à utiliser le module questions-réponses pour poser vos questions. Tout au long de la présentation, on gardera un temps à la fin pour qu'on puisse les passer en revue. Et puis, bon webinaire du coup à tout le monde. Octavio, je te laisse te présenter. Merci Alex. Bonjour à tous et ravi d'être présent aujourd'hui. Je me présente, je suis Octavio Ponce, je suis le directeur des stratégies Customer Engagement et aussi du marketing digital au sein de Carrefour. Et dans mon périmètre, c'est plutôt tous les pays européens, l'Amérique latine et aussi l'Asie. Et notamment, moi, et ce que j'ai comme stratégie au sein de Carrefour, c'est d'améliorer l'expérience omnicanal, notamment avec les parcours CRM et tous les points de contact qu'on peut avoir avec nos clients sur les sites e-commerce ou avec les applications. Merci Octavio. On accueille aussi Valentin Rémy de chez Avas Market qui est là avec nous. Alors, bonjour à tous, je suis Valentin Rémy, je suis directeur performance chez Avas Market, qui est l'entité du performance marketing et de l'e-commerce du groupe Avas. J'accompagne au quotidien des annonceurs dans la mise en place et le déploiement de leur stratégie digitale sur des leviers d'acquisition comme le search, le display ou l'affiliation. Et je suis aussi accompagné par une équipe d'experts au sein d'Avas Market qui m'aide et m'accompagne au quotidien, que je salue. Et j'en profite pour saluer tous et vous dire que je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Merci Valentin. Et enfin, on a Ron qui est avec nous. Donc Ron qui est Solution Engineer chez SimilarWeb. Merci Alix. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Ron Aboif. Je rejoins SimilarWeb il y a 7 mois maintenant en tant que, du coup, effectivement, Solution Engineer pour accompagner les équipes commerciales en France sur les comptes annonceurs et agences. Super, parfait. Alors aujourd'hui, donc de quoi va-t-on parler? Rapidement pour repréciser quel est l'agenda de notre webinaire. Donc on va avoir une première partie. On va faire vraiment l'état des lieux de la data privacy. On regardera un petit peu où en est la loi, de quels cookies est-ce qu'on va parler et comment est-ce que ces cookies-là vont évoluer dans le temps. Ensuite, on aura deux parties, donc les parties 2 et 3, pour expliquer quelles sont les répercussions de ces changements de régulation sur les stratégies digitales et les actions qu'on peut mettre en place d'ores et déjà pour y faire face et pour continuer à rester attractif et à continuer à convertir dans un monde sans cookies. Et puis, dans un dernier temps, on regardera ensemble quels sont les indicateurs à suivre pour continuer à monitorer sa performance, puisque forcément, le changement de régulation autour des cookies, la data privacy impactera la mesure digitale. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Ron pour la première partie sur l'état des lieux de la data privacy et puis de l'ère cookie. Merci. Oui, je trouvais qu'il était bon d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, de mettre tout le monde un petit peu au même niveau, au niveau de l'information des cookies. Donc, les cookies, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de code en fait qui permet à un site de reconnaître un visiteur. Donc, c'est une technologie qui, à la base, permettait à un site de savoir qu'entre chaque clic, il s'agissait de la même personne, de la même session. Sinon, le site, en quelque sorte, ne se rendait pas compte que c'était la même personne qui cliquait d'un lien à l'autre. Maintenant, ce qu'on appelle les first-party cookies, qui sont sur la gauche de l'écran, permettent en fait à l'internaute d'avoir une meilleure expérience client, c'est-à-dire qu'il y a un historique au niveau des produits qu'il a déjà consultés, son historique d'achat, ses informations personnelles, son panier en cours. Tout ça, c'est grâce aux first-party cookies que c'est enregistré. Et c'est comme ça que les sites en fait, sont en mesure de vous proposer des recommandations qui sont pertinentes, qui sont personnalisées, et du coup, une expérience client agréable. Il y a une nuance avec les cookies tiers, donc les third-party cookies, qui n'appartiennent pas au site à proprement parler, mais à des régies publicitaires externes au site. Et en fait, grâce aux espaces publicitaires, aux bannières en quelque sorte que les régies placent sur les sites, ils sont en mesure de capter les cookies des internautes qui visitent la page. Donc, on parle bien de simplement des visiteurs, pas même ceux qui ne cliquent pas sur les bannières. Ces régies sont en mesure de récolter leurs cookies.
Et en fait, si Alix, tu peux changer de slide, les régions en fait sont en mesure de réconcilier ces différentes URL, ces différentes URL sur lesquelles les cookies sont placés, et ce qui permet de connaître, de traquer en quelque sorte le cheminement d'une personne entre plusieurs sites. Et grâce à ça, en fait, ils construisent des profils d'internautes et adressent des publicités ciblées. Donc, les annonceurs peuvent multiplier leurs points de contact auprès de leurs clients et leurs prospects et maximiser les conversions. Donc, le point négatif, évidemment, et ce qui inquiète en ce moment, c'est la polarisation de ces informations-là, puisqu'il y a simplement quelques acteurs qui ont un quasi-monopole sur cette data-là. Et justement, si tu peux changer de slide, pour parer justement à ces risques-là, il y a les risques dont on parle, c'est quoi? C'est la fuite de data ou la revente à d'autres entreprises pour l'exploitation de ces données. Donc, il y a des pays qui ont commencé, enfin des groupes de pays même, qui ont commencé à mettre en place certaines législations. Donc, on peut le voir qu'effectivement, en 2018, l'Union européenne adopte le RGPD et instille les bordeaux de consentement aux cookies. Puis, il y a certains navigateurs comme Safari et Mozilla qui arrêtent de recueillir automatiquement les cookies tiers. Et ensuite, on voit sur la frise que ça s'accélère. Plus récemment, on a le recueil du consentement en conformité avec les règles de la CNIL en avril de cette année. Et enfin, on a la Californie qui adopte le CCPA en juillet. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que Google Chrome est en passe d'arrêter également l'autorisation, comme l'a fait Safari et Mozilla dans le passé, l'autorisation par défaut de la collecte de cookies tiers. Or, Google Chrome, c'est 73% des internautes qui l'utilisent. Donc, évidemment, l'impact et l'annonce a un effet beaucoup, beaucoup plus important. Et plus récemment, d'ailleurs, il y a un mois, l'Autriche annonçait que Google Analytics enfreignait très probablement le RGPD parce que les données étaient envoyées aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, on va voir comment réagissent les annonceurs et les agences avec Octavio et Valentin. Du coup, merci Ron pour cette présentation qui permet de remettre tout le monde à niveau. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que du coup, on est quand même dans un changement de paradigme et que ce changement de paradigme, il est dû à des tendances macro. Donc, on a vu qu'il y avait des changements de régulation avec RGPD et puis la Californie plus récemment qui a adopté le CCPA, qui est l'équivalent du RGPD globalement pour la Californie. On voit aussi qu'il y a des changements qui sont imposés par les industries qui elles-mêmes mettent en place spontanément des initiatives qui vont vers la data privacy. Et puis ensuite, il y a aussi le changement de monétisation dans les modèles, enfin des changements des modèles de monétisation qui existaient sur Internet, qui vont pousser à changer du coup ces lois et puis ces pratiques autour de la data privacy, de la collecte des informations sur les utilisateurs. Alors, si on se pose la question aujourd'hui de quelles répercussions ça va avoir tout ça sur nos business, que ce soit côté annonceur ou que ce soit côté agence, est-ce que peut-être Octavio et puis Valentin peuvent nous donner des indications là-dessus? Oui, bien sûr, avec plaisir. Aujourd'hui, finalement, les répercussions ne sont pas encore vraiment connues, car elles ne sont pas encore réelles, puisque les cookies tiers existent toujours, mais on sait déjà quelles répercussions il faut attendre et comment s'y préparer. Ce qu'on sait, c'est que ça aura plusieurs impacts. Déjà sur la capacité de ciblage, sur la mesure et l'attribution. Concrètement, on ne pourra plus toucher les personnes qui ont manifesté un intérêt pour une marque et son offre. On ne pourra plus non plus hyper segmenter les audiences, ce qui était vraiment la promesse des cookies tiers, et adresser des messages aussi pertinents qu'on le souhaiterait, finalement, en splittant les messages entre nos clients et nos prospects. Aussi, la mesure, c'est aussi très important d'y penser, parce qu'il y a le ciblage, mais aussi la mesure est impactée. La mesure d'efficacité des campagnes, elle sera rendue très complexe, et de fait, on ne pourra plus forcément optimiser nos publicités et nos campagnes digitales sur la base des conversions qui intéressent et qui sont au cœur du business des annonceurs. Même si on n'a pas vraiment d'impact aujourd'hui sur la fin des cookies, comme le disait Aaron, il y a une première étape dans la e-privacy qui est arrivée en avril 2021 avec la régulation autour du consentement, et celle-ci est déjà porteuse d'indications. On parle de consentement, donc je le rappelle, c'est le choix finalement des utilisateurs d'autoriser ou non le dépôt d'un cookie lors de la visite d'un site. Donc finalement, que l'on soit annonceur ou éditeur, le taux de consentement il est clé, parce qu'une baisse de celui-ci sera synonyme de perte de ciblage et de mesure.
Côté annonceur, pour commencer, on observe un recul de 11 points de taux de consentement depuis avril 2021, avec un taux de consentement qui s'établit en moyenne à 72%. Donc les chiffres dont je vous parle sont issus d'une étude Havas qui a été réalisée sur 15 annonceurs multisectoriels. Et ce qu'on peut voir finalement, c'est que ce recul de consentement, de fait, comme je le disais, amène à une perte de mesure. Le search payant, qui est le levier bas de fenêtre par excellence, avec des taux d'arrivée historiquement très hauts, entre 75 et 95%, voit une baisse de ce taux d'arrivée de 20 points environ. L'impact est encore plus marqué sur le levier display, avec une perte de 40 points. Donc finalement, tout ça, ça a fait évoluer de manière naturelle et induite les standards, notamment nos annonceurs. Par exemple, si un annonceur reporte sa performance digitale via son site centrique, ces standards du coût à la visite ou du coût au lead vont mécaniquement évoluer et forcément être inflatés. Il faut forcément avoir en tête que votre performance digitale, elle ne s'est pas dégradée entre mars 2021 et avril 2021. C'est juste simplement que ces visites ou ces leads ne sont plus attribués et correctement rapprochés des canaux qui en sont à l'origine. Côté éditeur, finalement, la mise en place des CMP apporte des premières indications, parce que du coup, là également, ça a entraîné une baisse des cookies d'environ 30%, toujours sur une étude Havas sur 35 éditeurs du marché. Du coup, cette première étape, avec le bon nombre de consentement, a déjà altéré la capacité de ciblage sur les volumes disponibles chez les éditeurs et qui sera bien évidemment encore plus renforcée avec la fin des cookies tiers. Pour eux, finalement, la fin des cookies tiers, ça signifie la fin de la revente de ces fameuses audiences tierces qui sont bien souvent croisées avec des audiences propriétaires pour maximiser la performance. Du coup, les éditeurs ont un vrai enjeu finalement de se réinventer en augmentant leur capacité à récolter des données primaires. Merci Valentin pour cette présentation. Pardon, du coup, Octavio, merci beaucoup. J'allais poser la question justement de comment est-ce que tout ça a été géré chez Carrefour et quels impacts est-ce qu'on pouvait d'ores et déjà observer. Oui, tout à fait. Donc, pour continuer, c'est ce que Valentin vient de dire. Aujourd'hui, il faut se rappeler que chez Carrefour, et seulement qu'en France, on est parmi les top 10 des sites plus visités. Et on est les sites numéro 1 plus visités dans le secteur alimentaire. Aussi, chez Carrefour, ce n'est pas seulement que la France, comme je l'avais cité. Aujourd'hui, on est présent en Europe, en Amérique latine et aussi en Asie. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, des Carrefour se sont fiers d'être les premiers retailers au niveau global, de mettre en place la CMP dans l'ensemble de tous les sites, dans tous les coins. En sachant que, par exemple, en Amérique latine, ce n'est pas obligatoire, ni en Asie, hors le Brésil, parce qu'au Brésil, ils utilisent la loi de traitement LGPD, que c'est assez similaire avec la RGPD ici en Europe. Mais si on y va plus en détail, qu'est-ce qu'on a fait chez Carrefour? Aujourd'hui, on a plus de 150 sites du groupe, dont 32 sites en France. Aujourd'hui, vous pouvez savoir que chez Carrefour, on a plusieurs marques, c'est-à-dire Greenways, Croquetland, Carrefour.fr. Et aujourd'hui, dans l'ensemble de tous nos sites, on est compliance. On a les mêmes outils de CMP pour gérer tous les cookies de nos clients. Et aussi, on est à la même hauteur de compliance avec toutes les applications mobiles. Aujourd'hui, au sein de Carrefour, on a 20 applications mobiles, soit Android, soit iOS. Et aussi, on a mis en place la CMP. Mais si on y va plus loin, qu'est-ce que Carrefour doit faire? Aujourd'hui, on sait que nos clients nous demandent plus en plus de personnalisation. Et comme Valentin vient de dire, bien évidemment, quand nous, on avait implémenté la CMP, on a constaté aussi une décroissance de la connaissance de nos clients, en sachant que nos clients peuvent nous dire je souhaite vraiment refuser 100% les cookies. Donc, l'intérêt de Carrefour, c'est d'essayer que nos clients puissent se connecter et se loguer dans l'ensemble de nos sites. Donc, aujourd'hui, par exemple, si on parle seulement de la marque Carrefour,
Et aussi, on a des sites événementiels tels que la rentrée, la foire au vin, les jouets de Noël. Et toujours, on va avoir les mêmes coordonnées pour se connecter avec les clients. Donc, si je suis en train d'acheter, par exemple, pour Noël, des jouets pour mes enfants, Carrefour pourra vraiment connaître tout mon parcours comme client et aussi me cibler et moi, je pourrais être appartenir dans une cible des clients. Après, si on y va vers chaque client, bien évidemment, nous, ce qu'on souhaite, c'est faciliter que nos clients puissent modifier à tout moment tous les consentements qui nous sont donnés. Et aujourd'hui, on sait que la plupart des sociétés, ils vont mettre en avant, par exemple, tous les consentements de est-ce que je souhaite être ciblé ou contacté par email ou par SMS. Mais chez Carrefour, ce qu'on a souhaité faire, c'est d'aller encore plus loin et mettre plus simple tout l'expérience des consentements des cookies. Donc, les clients, soit même il n'est pas logué, soit il est logué, il peut consulter 100% la politique des cookies de Carrefour et quand il est connecté, il peut paramétrer tous les contenus liés aux cookies. Super. Donc, du coup, première étape, on va dire que c'est de l'éducation et de la pédagogie auprès de vos clients et puis auprès des personnes qui se rendent sur les différents sites de Carrefour pour leur permettre donc d'être les maîtres de leur consentement. Super. Du coup, on a voulu mettre cette citation parce que je pense que ça, c'est un bon résumé de ce qui vient d'être dit. On est passé d'une ère où la priorité était au comportement individuel, donc essayer de comprendre ce que, par exemple, vous faisiez particulièrement sur Internet, à une ère où, en fait, on ne va plus pouvoir le faire parce que techniquement, ça ne va plus être possible. Et en fait, cette priorité au comportement individuel, ce n'était pas forcément le moyen le plus efficace de comprendre les besoins et les attentes d'un ensemble de clients. Aujourd'hui, les marques, elles n'ont plus forcément besoin de comprendre besoin de comprendre l'individualité des clients, mais elles ont besoin de savoir, en revanche, pourquoi est-ce que les gens viennent et qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc, le quoi et le pourquoi vont devenir vraiment la priorité dans les stratégies digitales des annonceurs et des agences. Et c'est quelque chose que la fin des cookies va forcer à faire. Et c'est ça ce qu'on va voir maintenant dans les actions qui vont être mises en place et du côté d'Avas Market et du côté de Carrefour pour pouvoir assurer au mieux cette transition sur l'année 2022. Oui, totalement. Effectivement, il y a déjà des alternatives qui sont offertes par le marché, et notamment de vieux concepts, de vieilles solutions qui vont refaire finalement fracassant sur le devant de la scène avec tous ces événements. La première, finalement, c'est les données first party qui deviennent, voire redeviennent finalement le Graal pour tous, parce que c'est des données ultra qualifiées, authentiques et déclaratives suite à un consentement de l'utilisateur. Comme dit ici, finalement, ce que les données tierces ne pourront plus, les données propriétaires le pourront. Et c'est clairement l'adage qu'il faut avoir en tête pour l'ensemble des organisations, finalement, que ce soit côté annonceur ou côté éditeur. Et notamment, les organisations qui ont déjà mis en place des solutions de collecte de données first party seront les grands gagnants, parce qu'ils sont déjà préparés au saut dans le vide et un peu vers l'inconnu, alors que ceux fortement dépendants à l'usage des cookies tiers auront beaucoup plus de complexité à se mettre en ordre de marche. Le second, je parlais finalement de vieilles solutions qui revenaient un peu sur le devant de la scène, c'est le ciblage contextuel. Celui-ci, il n'est pas nouveau. C'était même le plus utilisé avant l'hypersegmentation que pouvait offrir, qu'offrent encore d'ailleurs les cookies tiers. L'avantage, c'est qu'il permet immédiatement de déceler un intérêt en fonction de l'inconclusivité élue par l'utilisateur. Je vais prendre un exemple concret pour imager. Par exemple, je suis une marque de vélo. Il est tout à fait pertinent que je sois affiché sur un contenu autour des activités de plein air et le sport, par exemple. Le troisième, finalement, c'est le prolongement du second, donc du ciblage contextuel qu'on hyper-contextualise encore avec une surcouche de mots-clés, via le ciblage sémantique, parce qu'on sait très bien, notamment avec le levier phare qu'est le search, rien de tel qu'un mot-clé pour détecter une intention réelle d'un utilisateur. Ce mot-clé-là, du coup, cette attention peut servir à cibler ou à potentiellement exclure des contenus.
par exemple dans des logiques de brand safety. Si je prends un exemple, si je vous en dis un petit peu plus, je vous dis que je suis une marque de vélo, mais que je suis une marque de vélo premium qui ne vend que du neuf. De mon côté, si je suis potentiellement affiché sur un article qui effectivement parle de vélo, mais qui dit entre les lignes qu'il faut mieux se doter d'un vélo d'occasion plutôt que d'un vélo neuf, finalement, moi, en tant qu'image de marque, je n'ai aucun intérêt sur ce contenu-là. Dans le même sens, si j'ai un contenu qui parle d'un accident impliquant des vélos et avec des suites un peu catastrophiques, une nouvelle fois, je n'ai aucun intérêt à me positionner. Donc ça, il y a le travail un peu de l'humain à la mano qu'on peut faire, mais aussi beaucoup de techno qui arrivent à scanner les contenus d'une page et en fonction des problématiques des annonceurs, réussissent à finalement déterminer un sentiment positif et négatif en disant est-ce pertinent pour l'annonceur par rapport à son objectif d'ici affiché ou pas. Il y a aussi d'autres projets du marché qui ont émané ces dernières années, avec en tête de file la Privacy Sandbox, qui est à l'origine de Google Chrome. Donc finalement, ces 3 projets avec Rare Project de IAB et Unified ID de Trade Desk et LiveRamp sont des projets communs, profitables à tous. Donc initialement l'idée par ces firmes, mais effectivement après collaboratif à l'ensemble des acteurs du marché. Finalement, l'idée, c'est de répondre à plusieurs use cases, donc à ces cas d'usage, prévention de la fraude, ciblage des audiences, le retargeting et finalement la mesure, qui sont en gros les impacts qu'on a évoqués plus haut sur la fin des cookies tiers et ce que ça va engendrer sur le marché globalement. Le plus connu, finalement, reste la Privacy Sandbox, guidée par Google et donc par Google Chrome, notamment les travaux ont particulièrement sur la partie ciblage des audiences, avec le projet Flock, qui finalement visait à ne plus individualiser le ciblage, mais à faire des groupes d'utilisateurs présentant des aspérités communes et du coup des centres d'intérêt communs, en leur assignant un ID afin d'aller les retoucher finalement en masse et non plus à l'individu. Cette solution finalement a été importée il y a quelques jours, notamment en raison des doutes sur la protection des données privées qui vont décoller. Et du coup, Google a sorti maintenant Topics, qui finalement propose de générer automatiquement des centres d'intérêt par rapport à la navigation des internautes. Ce stockage sera intra-navigateur et du coup, l'utilisateur aura le choix soit de décocher et de ne pas faire partie du panel des utilisateurs voyant assigner des intérêts, ou alors, à loisir, en fonction des intérêts qui nous sont attribués, cocher ceux qui sont pertinents ou décocher ceux qui ne sont pas pertinents. Côté Carrefour, du coup, merci Valentin pour cette présentation. Côté Carrefour, est-ce que vous mettez en place des actions particulières? Oui, tout à fait. On reprend un peu les discours de Valentin. Pour nous, c'est très, très important d'avoir les contextes et aussi la sémantique. Moi, je me prends plutôt l'exemple de la soirée raclette pour que ce soit très simple et très connu pour la plupart des personnes. Il faut aussi se rappeler que chez Carrefour, aujourd'hui, au sein de Carrefour.fr, on tient plus de 20 000 références. Donc, c'est pas si simple de proposer des produits. Aussi, en même temps, on doit mettre en avant des produits marque Carrefour. On doit mettre aussi en avant les produits de nos partenariats tels que Unilever, Mondelez ou Procter & Gamble. Donc, l'algorithme, ça devient un peu plus compliqué. Mais qu'est-ce qu'on a fait chez Carrefour pour rester encore attractif pour les clients? D'abord, on a amélioré le moteur de recherche. Donc, si, par exemple, je cherche les mots raclette, bien évidemment, les premières choses que je vais avoir, c'est d'abord tous les fromages. Mais l'intérêt, c'est pas que les clients ils s'achètent seulement que du fromage. Donc, on doit proposer aussi des produits complémentaires. Comme vous pouvez constater aussi, on aura en bas, par exemple, pommes de terre, jambon et cornichons. Donc, à cet stade-là, on ajoute tous les concepts que Valentin vient d'expliquer avec les contextes et la sémantique. Donc,
Et ce qu'on propose, c'est que les clients puissent faire vraiment tous les paniers pour la soirée afin d'acheter tous les produits qu'il faut. Après, si on continue avec la proposition vers nos clients, comme j'avais cité, on a 20 000 des références, mais c'est seulement que dans l'alimentaire. Et comme j'avais cité auparavant, chez Carrefour, on est parti des top 10 des sites plus visités en France, mais on est leader seulement que dans l'alimentaire. Aujourd'hui, notre intérêt, c'est aussi que nos clients ils puissent rester plus longtemps sur nos sites. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? C'est aussi de proposer des références non alimentaires, dont tous les gaming, par exemple des télés et aussi des produits liés au jardin. Avec ça, on pourra aussi éventuellement connaître mieux nos clients et si un client souhaite acheter, par exemple, un barbecue, et éventuellement, après, on pourra les proposer des produits alimentaires que lui, il pourra acheter, par exemple, de la viande. Après, si on continue dans cet aspect-là de connaître les clients et aussi attirer que lui, il reste toujours sur les sites, depuis l'année dernière, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de booster ce que par exemple on connaissait comme les téléachats. Aujourd'hui, on connaît ce concept de téléachat comme live shopping, c'est-à-dire qu'on fait des rendez-vous, pardon, assez régulièrement et on essaye de les faire tous les 2 semaines avec des concepts assez intéressants pour les clients. Par exemple, là, que c'est février, c'est plutôt tous les vacances d'hiver. Après, si on va vers les mois de mars, avril, ce sera plutôt la saison des jardins. Donc, à ce stade-là, c'est plutôt essayer que les clients vont rester plus de longtemps chez nous, mais aussi attirer que les clients fassent plus de courses chez Carrefour et pas seulement que l'alimentaire, aussi qu'on puisse connaître les clients, et même avec les achats non alimentaires, qui peut être plus loin que, par exemple, un simple téléviseur, télé ou radio. C'est que nous, on souhaite c'est aussi connaître mieux le client, par exemple, avec ce qu'il va acheter ou où est-ce qu'il va y aller en vacances. Et c'est l'intérêt aussi de booster les live shopping. Super. Donc, du coup, la stratégie de Carrefour, si je comprends bien, Octavio, c'est vraiment d'essayer de faire venir, comme Carrefour est une marque forte, c'est de faire venir le client et une fois que le client est là, d'essayer de le faire rester le plus longtemps possible et naviguer à travers les différents produits, les différents univers que propose Carrefour pour avoir une compréhension maximum de son client et de ses intérêts. Exactement. Super. Alors, je vois qu'il y a eu des questions et notamment des questions sur l'amélioration du tracking des utilisateurs, des questions sur du coup comment est-ce qu'on pouvait continuer à mesurer. Donc, ça tombe bien puisque du coup, c'est la partie qu'on va aborder maintenant et on va voir avec Ron comment est-ce que SimilarWeb est un outil qui peut vous aider à mesurer votre performance et quels indicateurs est-ce que vous devriez suivre, même sans cookies. Comment est-ce que vous pouvez continuer du coup à faire du ciblage, non pas, de la mesure et du ciblage dans un monde dont les cookies tiers n'existent plus. Je te laisse la parole, Ron. Ouais. Alors, avant de rentrer dans les cas d'usage assez précis, justement, pour comprendre comment SimilarWeb peut accompagner les annonceurs, les publishers, même les agences, je voulais parler une petite minute de notre méthode de collecte de data, puisque c'est un peu c'est essentiel à la compréhension de notre impact, en tout cas le non-impact qu'a la fin des cookies tiers sur SimilarWeb. En fait, SimilarWeb repose sur 4 piliers digitaux. Donc là, je vais vous parler de 2 en particulier qui sont intéressants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Contributory Network. Et en fait, ce principe, c'est que SimilarWeb, grâce à un réseau d'apps, de logiciels, d'extensions de navigateurs, est en mesure de suivre des millions de devices. Et donc, je parle bien d'ordinateurs et de smartphones et pas de personnes à proprement parler. Et en fait, ce tracking-là va nous permettre de suivre, on va pouvoir collecter la succession d'URL que le device fait. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des projections de métriques, de bounce rate, de visite unique, de visites dédupliquées, de temps passé sur le site, etc.
Ensuite, on a aussi recours à ce qu'on appelle le direct measurement. Ça, ce sont des millions de sites qui connectent leur analytics propre directement à notre solution. Et ça va enrichir en fait notre learning set pour notre algo de machine learning. Et ça va permettre de calibrer les projections qu'on a grâce justement au premier pilier dont j'ai parlé. On sert également de données publiques et de données partenaires. Et en fait, l'intérêt de cette méthodologie-là, c'est que tout est GDPR compliant. Pourquoi ? Parce que on n'est pas du tout dépendant de données anonymes, on n'est pas du tout, on relie aucune de ces données-là à des personnes, donc à aucune des données qui sont sensibles. Et du coup, de fait, on n'est absolument pas impacté par justement la fin des cookies tiers. Sur l'analyse qu'on a fait ensuite, en fait, l'idée, c'était de se dire comment rester attractif sans les cookies. Et donc, l'idée, c'est de voir que face à ces trois problématiques dont on a parlé juste avant, on peut en fait répondre à certaines questions qui en découlent. Donc, pour la première, accentuer la compréhension de son consommateur d'une certaine manière. L'idée, c'est de pouvoir, Alix, si tu peux, c'est pouvoir analyser quel autre site mon audience visite. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. On va en parler juste après. Ensuite, sur l'affiliate marketing, donc construire un réseau de partenaires. On va voir qu'on peut s'intéresser grâce à SimilarWeb aux sites qui m'envoient le plus de trafic et qui envoient le plus de trafic à mes concurrents, mais aussi vers quel site en priorité je renvoie du trafic. Si je suis un publisher, typiquement, ça peut être intéressant. Et ensuite, sur la partie création de contenu dont parlait Octavio et attirer de nouveaux visiteurs de manière organique, en soi, mieux comprendre le comportement de ma cible et les demandes qu'ils peuvent avoir, les tendances du moment, d'avoir justement la possibilité de préempter ça, donne évidemment un avantage par rapport aux concurrents. Donc, cette première question, quel autre site mon audience visite-t-elle ? SimilarWeb y répond de manière assez directe. Ce qu'on peut voir ici, c'est notre fonctionnalité qui s'appelle l'audience interest. Et en fait, ce qu'on visualise là, c'est le taux de visite croisée entre mon site et mes principaux concurrents. Donc, je peux savoir où va mon audience quand elle n'est pas sur mon site. Donc, typiquement ici, ce que je vois, c'est qu'en moyenne, il y a 14% des visiteurs de intermarché.com qui visitent carrefour.fr au quotidien. Et en fait, je peux refaire ce choix-là, je peux refaire cette analyse-là avec autant de sites qui m'intéressent. C'est-à-dire que là, je me suis focalisé sur les concurrents de Carrefour. Je peux regarder d'autres sites pour analyser mon taux de visite croisée, savoir des publishers, d'autres retailers, et pouvoir savoir où est-ce qu'il y a la déperdition d'audience. Typiquement, ce genre d'analyse qu'on fait, c'est qu'on le fait d'un mois à l'autre ou d'un trimestre à l'autre pour savoir si ces taux de visite croisée augmentent ou baissent. Et du coup, je peux savoir assez clairement où est-ce que je gagne des parts de trafic ou où est-ce que j'en perds. Une autre manière de le faire, c'est que je peux partir effectivement d'un acteur en particulier et avoir ce listing. Bon, là, c'est ce qu'on voit juste en dessous. Donc, m'intéresser en particulier à Carrefour.fr et voir par rapport à la pertinence, c'est quelque chose qu'on a développé en interne, le score de pertinence que mon site a avec d'autres sites, l'overlap, le taux de recouvrement que je peux avoir avec d'autres enseignes ou avec d'autres sites, qui va me permettre justement d'élaborer une stratégie non plus basée que sur en fait la data qu'a collectée la régie publicitaire, puisque pour rappel, la régie ne pouvait recoller les différentes URL que sur les sites où ils avaient placé des bannières publicitaires. Là, grâce à SimilarWeb, en fait, cette analyse de visite en dehors de mon site, elle est totale. Ensuite, effectivement, je vais avoir une vue un peu plus, on va dire, optimale pour savoir quels sites sont des opportunités en termes d'investissement publicitaire. Pourquoi ? Parce qu'ils renvoient déjà, ici, ce qu'on voit, c'est du trafic référent, à savoir des sites qui amènent du trafic vers mon site ou vers des sites que je souhaite analyser. Et en soi, ça va être des opportunités directes d'investissement publicitaire puisqu'ils envoient déjà du trafic vers mes concurrents. Donc, que ce soit à travers
du contenu sponsorisé ou des bannières publicitaires, on est en mesure de voir directement que ce soit des sites publishers ou des sites, en l'occurrence ici, je suis sur des sites, des enseignes de fast retailing. Je vais avoir en priorité des sites de couponing, des sites promotionnels, des sites comparatifs, etc. Et je vais pouvoir voir sur des fenêtres assez précises, des fenêtres de temps assez précises, la part de trafic que ça représente pour mes concurrents et du coup des opportunités qui peuvent être intéressantes pour moi. De la même manière, on peut faire le travail inverse, à savoir analyser des publishers et regarder le trafic sortant le plus important. Donc, quand je suis 20 minutes, quand je suis Le Parisien, quand je suis Le Monde, et de pouvoir avoir une vue directe sur qui sont les plus gros investisseurs. Est-ce que c'est Decathlon? Est-ce que c'est McDonald's? Est-ce que c'est, je ne sais pas, un autre annonceur qui, en ce moment, investit massivement chez mon concurrent, mais pas chez moi? Ça va permettre aux agences aux agences publicitaires, aux agences médias, de pouvoir aller taper à leur porte et leur dire, voilà, nous, on a des propositions plus intéressantes. On a un trafic qui est largement meilleur sur ces sujets-là de food ou je ne sais pas, sur des promotions d'articles de sport, etc. Travaillons ensemble pour pouvoir justement maximiser le taux de visite que vous pourriez avoir sur votre site. Et pour finir, sur la partie la plus, on va dire, directe sur le comportement client, notre outil de trend de mots-clés va vous permettre effectivement de monitorer les tendances du moment. Donc, on a effectivement la possibilité d'avoir accès à la demande directe de la part de vos clients ou de vos prospects potentiels sur des fenêtres de temps hyper précises, puisqu'on peut remonter en fait à la semaine près. Ici, ce que j'ai fait, c'est que pour avoir un volume de data intéressant, je me suis penché sur les 3 semaines entre le 17 janvier et le 6 février. On peut remonter potentiellement à la semaine précédente. Et là, effectivement, pour ces acteurs du fast retailing, on peut voir les demandes. Et là où il y a énormément de concurrence à date, à savoir les manteaux de femmes, mais aussi sur des produits quand même assez précis comme le Varsity Bomber, et pouvoir en fait avoir une réactivité aussi importante que les trends du moment. Donc, à ça, il y a plusieurs détails qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions. Déjà, effectivement, il y a une action rapide et efficace, c'est de pouvoir investir en SIA, puisqu'on a en plus, en parallèle, le nombre d'acteurs qui investissent sur le terme précisément. Donc, notre recommandation en général, ça va être d'investir sur les termes à CPC assez faibles et où il y a une concurrence, il n'y a pas beaucoup de concurrence pour pouvoir vraiment se démarquer. Mais derrière, il y a aussi une stratégie SEO un peu plus longue et un peu plus, on va dire, travaillée, qui va être de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai du Varsity Bomber à proposer? Si oui, je vais tout simplement pouvoir le mettre sur ma landing page et le mettre en avant. Probablement m'intéresser aux autres acteurs qui en proposent et ajuster mes prix. Ou tout simplement avoir, si on a une possibilité de réactivité évidemment assez forte, pouvoir faire des réassorts de collection ou simplement proposer au merch d'investir et de créer des pièces en fonction des tendances de la saison. Et ça, en fait, quand on a des fenêtres d'action aussi dynamiques et aussi fraîches et récentes que celles que peuvent proposer SimilarWeb, ça donne vraiment les clés et aux agences et aux annonceurs, aux enseignes, de pouvoir agir directement et de pouvoir maximiser justement les conversions qui peuvent exister sur son site. Merci Ron pour cette présentation et merci de nous avoir montré comment l'outil SimilarWeb permettait de continuer à mesurer sans cookies. On arrive à la fin de notre webinaire, alors peut-être que tu veux présenter juste rapidement, je sais que tu as présenté la méthodologie, mais peut-être redire un mot sur SimilarWeb. En plus, il y a eu une question d'un des participants qui demande, tu disais qu'on avait la possibilité de retrouver les visites totales. Donc, dans le module, on peut voir qu'un utilisateur qui a visité Carrefour a aussi visité d'autres types de sites. Tu as dit les visites totales. Donc, la question est autour de est-ce que ça veut dire qu'on couvre bien 100% des devices? Il me semble que ce que tu voulais dire, c'est que par rapport aux cookies,
Et donc, possibilité des régies de donner accès à des sites sur lesquels ils ont leur propre bannière. Du coup, là, en fait, on peut, en dehors des bannières, on peut voir de manière holistique l'ensemble des sites qu'ont visité ces personnes. C'est bien ça, je ne me trompe pas? En soi, effectivement, il y a notre solution à date, elle a énormément de fonctionnalités différentes. Là, j'ai essayé de cantonner les cas d'usage au sujet du jour. Après, sur la vue holistique, c'est vrai que historiquement, on va dire notre focus principal, ou en tout cas là où on arrivait à collecter le plus de data du fait de notre méthodologie, c'était le desktop et le mobile web. Sur la partie app, c'était quelque chose qu'on était en train de justement construire et quelque chose qu'on promettait depuis très longtemps dans la roadmap. Il y a eu, c'est un pur hasard, une annonce de notre CEO ce matin en interne sur un partenariat prochain avec un des leaders du marché de l'app mobile qui va nous donner accès. Donc, je ne peux pas communiquer dessus pour le moment parce que ce n'est pas officiel. Mais en tout cas, on a dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, on va avoir la possibilité d'avoir une vue 360 pour le coup, puisqu'on va pouvoir couvrir aussi effectivement les apps mobiles. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail dessus. Donc, on va dire qu'historiquement, SimilarWeb, c'était surtout de la donnée desktop puis mobile web, mais très, très prochainement, on va être en mesure aussi de couvrir les apps. Super. Et tant que tu as la parole, pardon, je continue avec une autre question qui demande si les sites dont on voyait les données dans l'exemple que tu as donné, donc le fait qu'on voit que les visiteurs de Carrefour allaient aussi sur Leclerc, Auchan, Amazon, etc., est-ce que ça veut dire que tous ces sites sont des clients de SimilarWeb pour pouvoir permettre la captation des données, ou alors cette donnée est récupérée à partir des extensions dont tu parlais? Et du coup, la question, c'est comment est-ce que ça fonctionne sur mobile? Ouais. Alors non, justement, le principe de notre solution, c'est qu'on est en mesure de projeter des industries et des groupes de sites de manière assez précise. Quand j'ai parlé de la data, de la brique digitale data, direct measurement, pardon, il faut bien comprendre que quand potentiellement, je ne dis pas que c'est le cas à Carrefour, connectent leur analytics à SimilarWeb, on ne fait pas un drag and drop de leurs données dans notre solution. On va justement le rentrer dans notre learning set et ça va alimenter notre algo de machine learning pour justement qu'il y ait un calibrage et qu'il n'y ait pas une déperdition ou une surévaluation d'une donnée par rapport à un autre site pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Les conséquences de ça, c'est que, et on le dit souvent à nos prospects, à nos clients, c'est que la solution de SimilarWeb, ce n'est pas une solution d'analytics pour son site à soi, c'est une solution d'analytics qui vous permet de vous comparer et de savoir ce que fait vos concurrents, ce que fait vos retailers, les entreprises avec lesquelles vous travaillez, vos partenaires, vos retailers, etc. Et en fait, d'avoir une vue relative de ce qui est fait et de savoir son concurrent a fait plus 10% ou plus 20% de trafic et d'engagement à un moment précis, et sur quels mots-clés ils investissent et avec quel annonceur ils travaillent, on considère que nous, ça vous donne les clés en tant qu'agence ou en tant qu'annonceur direct de pouvoir prendre les bonnes décisions, de maximiser vos investissements et d'optimiser votre stratégie. La deuxième partie, c'était sur les données mobiles. En fait, on est en mesure à date, sur certaines fonctionnalités, pas toutes, de pouvoir splitter, de pouvoir faire le distinguo, soit d'avoir justement une vue agrégée desktop plus mobile web, soit une vue simplement desktop, soit une vue simplement mobile web. Et ça, ça fait partie des pratiques assez communes de nos clients, de pouvoir avoir des dashboards d'analyse pour distinguer justement des pratiques qui sont, on le sait, qui ne sont pas forcément les mêmes via mobile ou via desktop. Mais en tout cas, le contributory network dont je parlais tout au début, qui est le réseau d'app, de software, d'extension navigateur, de toute façon, il est cross-device. Donc, on récupère ces projections-là, justement, elles sont liées au device que l'on suit, forcément. Merci, Ron. Alors, il y a d'autres questions peut-être pour Valentin. Alors, je l'attribue un peu au hasard, mais du coup, Valentin, tu parlais des first party data. Alors, il y a d'abord une question qui est quid des zero party data et une autre question qui vient de quelqu'un d'autre qui demande s'il y a des menaces législatives au niveau des first party data en Europe aujourd'hui ou est-ce que ce sont seulement les third party data qui sont limitées?
ou qui vont être limitées d'ailleurs. Ouais, très clair. Du coup, finalement, la zero party data, elle est imbriquée dans les first party data. D'ailleurs, Octavio en parlait, et c'est d'ailleurs ce que fait déjà Carrefour en récoltant un maximum de données déclaratives de la part de ses utilisateurs, notamment en demandant une connexion préalable avant l'arrivée sur le site, etc. Donc finalement, ça, c'est déjà des choses qui sont mises en place, qu'on attribue bien souvent à la first party data. Et finalement, ce n'est pas nouveau, ça a toujours été, depuis quelques années, très utilisé justement par beaucoup d'annonceurs, notamment ceux qui sont vraiment préparés sans trop le savoir ou en le sachant maintenant avec la fin des cookies programmés. Mais finalement, ça, c'est, selon moi, imbriqué totalement la stratégie first party que je mentionnais et dont Octavio a parlé par la suite. Super. Et la deuxième question, finalement, la législation, finalement, elle touche à toute la data. Hein. Donc, qu'elle soit first ou third, peu importe, finalement. La data, c'est le gros sujet. Donc, la législation, elle est très, très, très suivie et à suivre, notamment. Et notamment les équipes juridiques de chacune des organisations, effectivement, ça va être un peu à eux d'aiguiller toutes les parties prenantes de manière à faire les meilleurs choix et d'aller dans les meilleures directions. Super, merci beaucoup. J'espère que ça a répondu aux questions des différentes personnes. Il y avait une question supplémentaire sur, du coup, pour les sites qui sont des sites qui ne sont pas des sites de e-commerce. Donc qui n'ont pas de compte client, comment est-ce que c'est possible de continuer est-ce que c'est possible d'avoir de la first party data? Si oui, comment? Est-ce que c'est possible de continuer du coup à traquer ces utilisateurs? Et pareil, du coup, ce sera pour le coup de la zéro party data, notamment sur la base de la déclaration, donc via des questionnaires ou des quiz, peu importe. Finalement, on va récolter de la donnée déclarative qui permettra d'ailleurs de collecter de la data et de faire mieux en termes de ciblage, notamment. Effectivement, sans compte client, la partie acquisition de données personnelles consenties est forcément assez amoindrie. Ouais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on en discutait hier parce que j'ai assisté à une conférence où on parlait de la custom beauty. Donc, tous ces sites de beauté qui maintenant posent des questions avec des quiz pour permettre de mieux connaître leurs utilisateurs, de mieux connaître leurs besoins et qui font des produits ultra personnalisés derrière. C'est un super moyen de collecter de la zéro party data et justement d'aller connaître au maximum les utilisateurs et ça plaît beaucoup, notamment à la génération Z et qui, du coup, y voit une marque d'inclusivité, d'authenticité qui plaît. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller en fait, poser des questions à vos utilisateurs, prospects et clients. C'est peut-être la meilleure manière de les connaître finalement, plutôt que d'essayer de deviner leur comportement. C'était un peu la conclusion de cette discussion qu'on avait hier. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous. On va pouvoir vous libérer. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On espère que vous avez appris des choses. Et puis, un immense merci, bien sûr, à Octavio, à Ron et à Valentin aujourd'hui de s'être rendus disponibles pour avoir cette conversation et pour pouvoir nous donner leurs éclairages sur ce sujet de la data privacy qui est très important et puis qui va nous occuper au fur et à mesure de l'année. Donc, un grand merci, puis passez une bonne journée et à bientôt. Bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée.